peux contribuer. Merci. Les amis, on va poursuivre notre exploration des parachutes. Qui ont tout un message à la fois éternel et en même temps actuel à nous délivrer. Donc vous savez qu'en fait qu'on est arrivé cette semaine à la paracha Bezrat Hashem, la paracha de Bo, qui est vraiment la dernière paracha juste avant Béchalar, qui va être le point de libération. Bo, c'est trois makotes, il y a trois programmes au menu de la paracha, il y a trois makotes. Ouais, donc c'est Rav, donc Arbé des sauterelles, qui viennent et ruiner à jamais toutes les ressources au niveau agriculture, et c'est donc l'essentiel du PIB de l'époque, jusqu'à aller tout simplement ronger les bulbes, les racines de chacun des champs de blé, de tout ce que la terre pouvait porter. Ensuite on a le Rocher, enfin on a Makat Bechorot qui va être le point final. Maintenant, vous savez que une des caractéristiques qui va être présente dans la halakha jusqu'à aujourd'hui, de notre commémoration et de notre façon de revivre cette sortie d'Égypte, c'est la dimension du chipazon. Chipazon, c'est-à-dire la précipitation, l'hystérie, ouais, agir avec une ultra rapidité, presque sans réfléchir. Or, cette notion même, de façon générale, et c'est ça qu'on va essayer de comprendre, c'est une notion qui est en général mal vue aux yeux de la Torah. Ouais, l'empressement, trop grande diligence, l'hystérie évidemment, la précipitation, c'est pas quelque chose qui est typiquement juif. On n'aime pas trop ça. Regardez un petit peu, je vous donne plusieurs sources, aussi bien au niveau du roumage des personnages qu'au niveau des conseils de Michelet, de notre cher Shlomo Ameler. Regardez ce que va dire Yaakov sur son lit de mort à son fils aîné. Ouais, donc son fils aîné c'est Réhouven, et c'est assez incroyable, il y a une sorte de chute brutale entre le verset numéro 3 et le verset numéro 4, on va lire ensemble. Réhouven Bechori ata. Réhouven, t'es mon aîné. Kochi verishit oni, tu es ma force et les prémices de ma vigueur. Yeter seet, le premier en dignité, veyeter az, et le premier en puissance. Donc en fait, en deux mots, Réhouven, c'est le top niveau. Voilà. Le reste, c'est des brouillons, mais lui, c'est le sommet du sommet. Ouais. Il a tout pour lui. Il a récupéré tout ce qu'il fallait pour tout simplement avoir une position hégémonique par rapport aux frères. Mais, nous dit le verset numéro 4, Pachas kamaim al totar, impétueux comme l'onde, al totar, tu as perdu ta noblesse, qui alita mishkeve avicha, car tu as déplacé la couche de ton père, az chilalta yetsue Allah, alors tu as flétri l'honneur de ma couche, ouais, tu as tenté ainsi au lit paternel, tu as flétri l'honneur de ma couche. Donc, il y a ici quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'il avait tout pour réussir, et il a tout gâché avec un acte. Un acte. Dans la vie de quelqu'un qui vit plus de 100 ans, un acte, et il gâche tout. C'est terrible. C'est atroce. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, nous dit Rashi? Regardez. Rashi explique, Raoué Aïta liot yeter alachikra. T'aurais dû normalement être largement au-dessus de tes frères. Bekeuna bemalchut, c'est-à-dire quoi? Largement au-dessus, en fric? Non, pas en fric. Bekeuna, t'aurais dû toi avoir la keuna. Tu aurais dû être le Kohen Gadol et en même temps le roi. Un cumul des deux plus gros mandats qui puissent exister, ça veut dire le politique et le religieux en même temps. Il aurait dû être ça. Ouais. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'en fait tu as tout perdu? Pachaz kamaim, impétueux comme l'eau. À Pachaz, ouais, donc l'impétuosité, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français. Ve'abeala, et la précipitation à Miavta. Du fait que tu t'es précipité, les harot ka'asecha, de montre, de mettre en exergue, ka'asecha, ta colère, kemaim, ta colère en fait, elle est exactement comme l'eau amemae rim le merutsatan, qui se précipite, tu vois, vous avez un torrent, vous voyez les torrents Savoie là, vous voyez, tac, tiens, une sorte de flux frénétique de l'eau, en fait c'est ça que tu as fait toi. C'est-à-dire que tu n'as pas pris le temps de réfléchir, tu n'as pas pris le temps de te poser, alors tu avais un bon motif, quelque chose de louable. Tu n'as pas fait ça pour faire un poisson d'avril, tu n'as pas fait ça pour
tout simplement dans une crise d'ado pour embêter ton père. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une rivalité entre Rachel et Léa. Jacob préférait Rachel. Maintenant Rachel meurt. Tu dis, ben voilà, quand passe-moi sur un bateau, passe-moi quand on tombe à l'eau. Donc si Rachel n'est plus là, ben normalement il devrait se rabattre sur Léa. Normal. Et voilà que Jacob a déplacé sa couche, non pas chez Rachel, mais chez la servante de Rachel. Non, chez Léa. Quoi? Non, chez la servante. La servante. Ah, ok. Donc c'est dire que finalement la servante de Rachel passe avant Léa. Mais c'est atroce pour Reuven. C'est un crime. C'est pas normal là-dedans. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il rétablit la justice. Il prend la couche, boum, il la met chez Léa. Donc il décide, il pénètre l'intimité de ce qui se passe dans un couple. Il n'aurait pas dû faire ça. Il était trop vite. Maintenant, il voulait défendre sa mère aussi. Sa mère était offusquée. Donc il y a ici une sorte de dilemme. Dans ce dilemme, il faut prendre le temps. On ne peut pas comme ça immédiatement trancher. Maintenant, ça va lui coûter cher. 64 ans après l'événement, c'est 64 ans après l'événement. Donc, Jacob va attendre. Rachid explique qu'en fait, il va attendre parce qu'en fait, il avait peur que s'il lui fait tout de suite le reproche, alors il avait peur que Reuven commence un petit peu trop à flirter avec Esav, qu'il soit attiré par Esav. Là, quand tu repousses quelqu'un, alors après, ben, il est obligé de trouver un lieu d'atterrissage, il est obligé de trouver un foyer. Ouais, donc il ne voulait pas surtout, donc en fait il a attendu 64 ans, donc il s'est retenu 64 ans, mais arrive le moment où de toute façon maintenant ça y est, c'est la fin, game over, il faut qu'il lui dise. Et tu vas t'as un problème dans la vie, c'est le côté impétueux. Ouais, tu ne prends pas le temps de réfléchir, tu es dans l'immédiateté. Donc on voit à quel point la dimension de précipitation elle est décriée. Deuxième exemple, un conseil de Michelet. Alors regardez Michelet, donc c'est assez concis. Gam belo da'at nefesh lotov. Ouais, donc évidemment, gam belo da'at. Un être dépourvu d'un esprit réfléchi est un mal. S'il n'y a pas de da'at, s'il n'y a pas de jugeote, comme on dit en français, bah, il est mal barré le bonhomme. Lotov, c'est pas bien. Ouais. Maintenant, quand bien même il aurait de la jugeote, mais il se précipite dans ce qu'il fait. Donc, tu peux avoir des gens très très intelligents, mais trop méditerranéens, on va dire, trop impétueux. Eh bien, alors il te dit le texte, il sera voué à la faute. Donc tu as tout ce qu'il faut, tu as l'intelligence, mais malheureusement tu as le sang chaud. Manque de peau, tu as le sang chaud. C'est plus fort que toi. Ouais, ça déborde. J'arrive pas à me retenir. Mais attends, mais t'es quelqu'un d'intelligent, t'es posé. Tu connais les conséquences de tes actes. T'es pas un abruti du village. Ouais, t'es pas un... Non, ouais, mais c'est comme ça. Plus fort que moi. Bah, il te dit, t'es dans la zut. Rabbeinu Yona. Alors, il va expliquer donc ce commentaire. Quelqu'un qui n'a pas appris la sagesse. Parce que la sagesse, c'est la faculté de réfléchir, de peser le pour et le contre. Ouais, d'être dans une véritable dynamique de réflexion, et bien cette personne, il va forcément fauter dans ses actes. Et quand bien même l'individu aurait du da'at, mais cette fois-ci, eh bien, il est très rapide, alors lui, c'est sûr qu'il va fauter. Si la mère la saute à Avla, il va se précipiter à faire la bêtise. Ouais. La saute à Olé al-Roucho, donc il va, ce qui lui monte à la tête, il va faire, ben le marchava, sans réfléchir. Ouais. Et qui est né lève à Adam, donc il y a un petit problème au niveau de la vagination. Qui est né lève à Adam katsar, car en fait le cœur de l'individu il est étroit. Le cœur c'est pas une grosse capacité. Va meshuga metsuya. Et donc beau. Et le cœur très souvent il se trompe. Ouais, c'est-à-dire parfois ton cœur il te joue des tours. Regardez comment une mère peut réagir dès qu'elle voit son enfant tomber. Elle a toute l'impression que c'est elle rentre en hystérie. Tu calmes, ça va. Normal, ouais. Le papa, il dit ça va, calme-toi, c'est le métier qui rentre. Et la femme fait du dealing, quoi, par marade. La hystérie, ouais. Tu vois, donc ça veut dire, du calme, ouais. Donc, ça veut dire que tu vois que dès que tu laisses l'emprise de ton cœur, tu auras des fautes d'appréciation de la situation. Alken Sarir Adam, les Agdim, les Péoulotas, c'est pour ça, en fait, avant d'agir dans la vie, il faut toujours que ta pensée précède ton action. Et donc toujours réfléchir, se poser des questions, bina avec intelligence, dans toute chose, faisons poser. Il faut te poser dans la vie. Avant qu'arrive l'acte. Donc éventuellement, si tu es du genre d'être assez méditerranéen, assez immédiat,
assez pulsionnel, alors tu sais quoi, en amont, essayer d'envisager les cas de figure. Si mon fils il prend le vélo, et s'il tombe, alors ça dépend, plusieurs cas, plusieurs sous-cas. Je commence à actionner le cri, qu'à partir du moment où vraiment, c'est quelque chose de grave. Mais si c'est juste, s'il fait une égratignure, là, ça va pas commencer à trop le couver, quoi, pas trop le biberonner, ouais. Donc ça, si vous voulez, c'est la position classique de la Torah. Or, comme je vous l'ai introduit, vous voyez en fait que dans la Yetzer Mitzrayim, il y a une insistance particulière sur la nécessité de faire les choses fissa fissa, comme on dit en yiddish, ouais. Fissa fissa, ouais, le répit, ouais. Alors, regardez un petit peu les versets que j'ai amenés ici. Alors, 3 sources. Je peux te demander de l'eau. Merci beaucoup. En fait, c'est le Masgan qui... Il est chaud, c'est bien. Oui, il est tout chaud. Merci beaucoup. Gracias. Baruch Adonai, le Shakon. Donc, nous dit le texte de la Torah, c'est que le Korban Pessah, qui est un petit peu l'élément central de la mitzvah qu'on a demandé aux enfants d'Israël, on a leur demandé 2 choses. La première, c'est de badigeonner leurs portes avec du sang qui vient justement de ce Korban Pessah, qu'on avait pris 5 jours avant la sortie, le 10 Nissan, et on l'a pris alors que c'était la Avodah Zarah, comme ils disent actuellement en Inde, la vache sainte, sacrée, ouais, pardon, sacrée. Alors c'était un animal sacré parce qu'en fait c'était l'idolâtrie, nous on l'a pris, on l'a mis au pied de notre lit, et ceci, malgré, au vu et au su de tous les Égyptiens, on était censé donc le sacrifier, badigeonner, donc affirmer, c'est un acte affirmatif d'adhésion à ce projet incroyable. Donc là, les Égyptiens pouvaient voir dans chacune des maisons que les Juifs avaient mis leur mezouza, quoi. Ils avaient affiché, ils ne sont pas rentrés dedans, ils l'ont mis à l'extérieur. Oui, nous, on a pris le sang de votre idole, on l'a badigeonné. Donc c'est d'une arrogance, c'est d'une façon de... Comment dire, comment on appelle ça en français? Oui, c'est un sacrilège, mais ça veut dire c'est une façon de provoquer. Ouais, c'est de la provocation. Ouais, c'est de la provocation. Et pas que, parce que c'est qu'en fait dans les halachot du Korban Pessah, il y avait une façon de le manger. Comment on devait le manger? Pas bouilli. Tu es obligé de le manger grillé. D'ailleurs, la réminiscence de ça, sur ton plat du Seder, je ne sais pas comment vous faites les Tunisiens, c'est toujours compliqué chez vous, non, dans le plat du Seder, tu vois qu'il y a un os qui est grillé. Tu mets un os. Tu dis pas Zechra les Korban parce qu'en fait, il ne faut pas avoir l'impression, dit le Mishnah Bora. C'est mieux, pour être un peu dans l'esprit. De toute façon, c'est juste un ersatz, c'est même pas un ersatz, c'est un facsimiles. Mais oui, ben oui, bien sûr. Bah, je pense bien que les feuilles, ils trouvent toujours une occasion de... Je n'ai pas trouvé la source de la table haute, mais il y a quelque chose. Je sais pas, ouais. Mais, donc, c'est évident, Bon. Donc là maintenant, tu vois en fait que on te demande de le griller. Pourquoi le griller? Parce que griller, ça sent bon. Et ça va attirer, mais surtout ça va énerver, ça va agacer. Parce que si tu fais mevouchal, personne ne le sait. Mais là, il faut s'affirmer jusqu'au bout. L'affirmation est jusqu'au bout. Ouais, et tu dois prendre un Ben Shana. C'est un korban qui a 1 an. Ça pleine vigueur. Tu n'as pas pris un éclopé qui doit être tamim, qui doit être parfait. Donc, c'est pas genre le dernier. Ouais. La dernière mandarine du cajot, la dernière pièce, ouais. C'est pas la dernière mandarine du cajot pourri là, qui est toute moisie. Tu dis bon, écoute, on va pas la manger, donc tu sais quoi, on donne la tzedaka. Ouais. Il n'y a pas une récolte pour Amazon, hein, il y a d'autres trucs, ouais. J'ai plein de fruits pourris à filer, ouais. Non, pas ça. Tu vas prendre le nec plus ultra. Et ça veut dire que, waouh, tu fais les choses pas en catimini. Ouais. Tu dois faire vraiment, donc il y a une prescription, ça veut dire que tu vas vraiment affirmer quelque chose. Maintenant, donc on badigeonne le sang, on va devoir manger bibilou, rapidement. Les kachat toklu auto, tu dois le manger comme ça, le soir même. Ouais, donc on est avant, attention, c'est très important de préciser, nous sommes avant la 10e plaie. On est en cours de procession d'être après la 9e, avant la 10e, et après la 9e, Moshe dit écoute, bon maintenant let my people go, ça suffit. Les pharaons l'envoient bouler comme ils font en disant t'as pas intérêt à revenir ici, sinon je te démolis, que je te revois plus, ok.
Comme tu as dit, tu ne breuveras pas. Ça veut dire, à ce niveau-là, l'Égypte a encore du ressort. Ouais, on est encore une fois, je ne suis pas à Khatsot Laïla, donc à minuit, boum, un rayon laser arrive, je ne sais pas comment il a fait le coup, et tu as tous les premiers-nés, aussi bien au niveau des humains que les animaux, vont tous mourir. Donc ça c'est le coup fatidique qui fait qu'en fait, bon, bah, c'est fini, ouais. Il n'y a plus Égypte, game over, ouais. Game over. Mais on est avant le game over, et là le texte nous dit, les kachatochloto, tu dois manger, vous les juifs, motnechem chagurim. La ceinture au rein, na'alechem beraglechem, la chaussure au pied, ou makelchem beyetrem, et le bâton à la main, va'achaltem auto bechipazon, et vous le mangerez, dit le texte, bechipazon à la hâte, en précipitation. Pessarou Lachem. Les amis, on peut pas se faire un bon gueuleton tranquille, détente. Tu me demandes d'avoir mes godasses avec moi, tu me demandes d'avoir mon sac avec moi, ma valise, et j'ai mon parka. Ouais. La ceinture au rein, ça veut dire qu'en fait, la chaussure au pied, c'est quoi ce descriptif? C'est pas le descriptif du mec qui va se détendre en général, ouais. Quand on aborde, ouais, le repas du midi en général, Shabbat, ouais. Passer les salades, on commence à détendre la ceinture, ouais. Préparer l'arrivée de la taf ou de la pkela, ouais, c'est comme ça. On est détente, tu vas faire avec ton anorak quand même. Si t'arrives, il n'y a plus de chauffage dans la maison, quoi, c'est quoi ce délire, hein? C'est-à-dire que là, il y a ici un truc. Genre, t'es sur le départ, quoi, tu peux pas manger tranquillement. Ouais. Regardez, donc ça c'est le contraire d'un repas de liberté. Tu verras le lendemain aussi pareil. Ben venez, on va faire du pain, on va marquer le coup. Ouais. Je dis toujours en fait, rappelez-vous, c'est que dès que tu aspires à la liberté, tu as envie de le marquer avec un bon gueuleton en général. Ouais. Je le ramène toujours comme chose qui m'avait marqué. Dès qu'il a été libéré sous caution DSK, première des choses, il était allé avec Anne Sinclair dans le meilleur restaurant de New York. C'est que la première des choses, comment tu goûtes à la liberté, ça se fait avec un gueuleton. Ouais. Donc, c'est comme toujours un peu comme ça. On va lever un toast, il y a toujours quelque chose. Maintenant, là, c'est intéressant. Tu as tous un rabat de liberté. Hachem insiste sur le fait que non. C'est le truc précipité, c'est le truc presque fast-food, quoi. Ouais. C'est presque dans Nigoul, là, un truc ouais, hyper rapide, ouais. Maintenant, ce caractère de précipitation se retrouve aussi dans les injonctions d'aujourd'hui. L'autochal à la framet, tu n'as pas le droit de manger par rapport au Korban Pessah, plus tard, du framet. Shiva Tavil tochal à la matzot. Pendant 7 jours, tu vas te taper des matzot. Lechem oni, ce fameux pain de misère, lechem oni. Alors aujourd'hui, on peut dire que c'est le pain qui rend misérable, ouais, avec le prix des matzot. Qui bechipazon yatzata, pourquoi ce pain, c'est ce pain-là. Qui bechipazon, car c'est à la hâte, avec les précipitations. Yatzata méritoire quand tu es sorti d'Égypte. Les ma'an, de façon tiskoratiyom etc. De façon à ce que tu te rappelles de ce jour, mais Eret Mitzrayim, Kol Yemechaycha, tous les jours de ta vie, ouais, il faut que tu te rappelles que ça s'est fait de façon précipitée. Donc il y a d'un coup ici une sorte de réincorporation d'une notion qui devrait être une notion bannie de la Torah. Elle devient quelque part un paramètre essentiel. Tu te rappeler, ouais, que cette sortie, elle est faite de façon précipitée. Pas du tout de façon réfléchie. Comme un coup de tête. Ouais. Comment c'est les coups de tête? Eh ben voilà, je suis passé devant un truc, waouh, un anorak de malade, waouh, trop beau, c'est les sorts, tac, je sais pas ce que j'ai, ouais, c'était un coup de tête. Le copain qui m'a dit aujourd'hui, il était hyper énervé parce qu'il est allé à la Vallée Village, ouais, il était dans le magasin Burberry. Il m'a dit, mais c'est affreux. Il m'a dit, l'anorak, ouais, à 50%, tu sais combien il fait? Il est à 4 000 €. Il m'a dit, mais c'est quoi ça? Il m'a dit, le prix de... Après, en ce moment, on fait au-delà dans le collège, on fait attention portée pendant Shabbat. Donc on s'est posé la question, ouais, au niveau donc de la ceinture, tu vois, des anoraks. Et après, il y en a un, on a posé des questions sur les gants et tout. Et il y a un, il a dit, le problème, c'est que les gants, tu peux les mettre dans les poches, donc c'est dangereux de prendre des gants pour manger, bref. Et là, on a plaisanté parce que le copain qui était allé voir qui avait maté le Burberry comme ça, il a dit, de toute façon, il n'y a pas de poche. Alors un des copains lui a dit, mais tu sais, tu demandes à Burberry qu'ils te mettent des poches, tu rajoutes 2 000 € pour les poches. 4 000 plus 2 000 fait 6 000, t'as le Burberry de folie. Ouais, bref. 1 000 € l'anorak en poche. Exactement, ouais.
Ah bah évidemment, c'est le pote vider les poches, quoi. En tout cas, ouais. Ça c'est donc le point, ça veut dire tu as toute la vie te rappeler que ça s'est fait de façon précipitée. Ouais. Donc, comment essayer de concilier cette insistance de la Torah par rapport à ce point? Regardez comment tout le monde, nous on connaît dans le monde Sfarad, et c'est inspiré du Rambam. La Haggadah du Rambam, c'est Bibilou Yatzanu Mitzrayim. Ouais. On le fait. Bibilou Yatzanu Mitzrayim, Alachmania, Ben Echorin, ouais. Bibilou, ça veut dire avec précipitation. C'est marocain. Les Tunisiens font pas ça? Non. Vous connaissez pas? Non. Vous faites même pas comme le Rambam. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Même le Rambam, vous respectez pas. Mais qu'est-ce que ça c'est? Mais c'est quoi ce comment? Être molle. Mais Bibilou, il dit le Rambam. Mais Bibilou, comment vous avez passé? C'est connu qu'il n'y a que les Marocains qui font ça et que les Tunisiens. Je sais pas du tout. Bon, Maintenant, regardez, ça s'appelle le Rambam. Rabotaille, le Rambam. C'est pas marocain, pas marocain. Le Rambam. Comment? Mais ils le font passer le plateau à chacun. Non, t'as pas. Ah, c'est vrai. Ben nous aussi, ouais. Bon, je sais pas, il y a un millibé. En tout cas, vous avez compris. Vous êtes passé à côté d'une question fondamentale. Pourquoi parler de ce bibilou? Pourquoi l'évoquer? Ouais, donc il n'y a pas de notion de précipitation dans votre Haggadah. Bibilou, précipité. Bibhala, ça veut dire, c'est presque une épouvante, quoi. Ça veut dire, c'est. Vaïvhalou, ça veut dire, ouais, c'est Behala. C'est à couper le souffle. C'est une précipitation à couper le souffle. Bibilou, donc en fait, le Rambam te dit, mais c'est ça qu'il faut faire, ouais. Les Rambam sont, comment dire, les Marocains sont très très respectueux, va au Hachem, ouais. Ils ont fait les deux. Parce qu'Isabelle, elle l'interprète différemment. Pas mal, c'est bien répondu, ouais. Ok, Ramotaï. Donc, 4 questions par rapport à cette notion. La première des choses, en plus même au niveau contextuel, ouais. Tu regardes le contexte. Tu pourrais dire, mais tu sais pourquoi il file à l'anglaise? Parce qu'il va se faire choper. Élément de réponse, c'est faux. Il ne va pas se faire choper là maintenant, parce qu'ils ne sont pas occupés maintenant à choper les Juifs, donc on aurait pu très bien prendre un repas tranquille. Deuxième argument assez fondamental, au niveau historique, on raconte qu'il fait Bibilou. Bibilou en fait, ils ne sont pas sortis Bibilou en fait. La sortie, ouais, tu dis Bibilou Yatzanu Mitzrayim, mais le Bibilou en question, la précipitation, c'est pas la sortie, c'est le repas, non, c'est le repas. Le repas du corps de Pessah a été mangé Bibilou. Mais finalement, pour sortir pour de bon, on n'est pas sorti tout de suite. Il y a eu ensuite la Makat Bechorot, et après, on a attendu le petit matin. Ne croyez pas en fait que c'est une précipitation qui va durer. Il y a une précipitation du repas. Ouais. Puis après, timing, mort des premiers-nés, catastrophe dans toute l'Égypte. Ouais, catastrophe dans toute l'Égypte. Et puis après, au petit matin, détente. On y va. Et on part tranquillement. Au petit matin. En dilettante. Donc il y a ici un truc complètement incroyable. On te parle d'un côté d'une précipitation pour finir sur une dilettante. Alors laisse-le en dilettante. Qu'est-ce que tu as gagné dans ce coup d'accélérateur, ce turbo que tu as mis, que tu imposes dans les halakhot, et qu'en fin de compte, il n'y a pas ça. Ouais. On retrouve même dans la fabrication des matzot. Je vous invite, un de ces 4, à participer. Bon, je ne sais pas si ça se fait ici beaucoup en France. Ouais. Ouais, donc en fait, nous on était au collège, on avait loué, en fait, on louait un mois avant Pessah ou 2 mois avant Pessah, donc une boulangerie qui avait été complètement, comment dire, enfin, un espace, un hangar dans lequel on avait livré des, comment dire, alors en fait il y avait un four, un énorme four à pizza. Un four, il se cachérise. Un four, il s'auto-cachérise, tranquille. Non, C'est autopyrolyse, ouais. Non, mais comme c'est de la bière, je me dis, ça absorbe. Je pense pas que c'est de la pierre, je sais pas. Oui, je pense que Ouais, donc, mais je sais pas si c'est un four à pizza, je pense que c'est un four. Je pense que là, en l'occurrence, c'est un truc qui est que pour les matzot. C'est vraiment de débit, pas des trucs à matzot. Donc on est allé dans 2 endroits. Un truc qu'on a fait à la main, un truc qu'on a fait avec la machine. Il y a une. Pour chez Eritzel, donc c'est un excellent surveillance. Alors, les trucs de machine, c'est un truc de fou. Ça veut dire ils mettent en fait, tout est automatisé. Ils appuient sur un bouton, ils sortent la matzah maintenant. Il faut rouler la truc. Donc c'est automatisé avec des rouleurs automatiques qui vont rouler la pâte parce qu'en fait la pâte c'est ça.
En fait, tu as besoin de faire une crêpe, enfin, tu as besoin de faire. Ouais. Maintenant, en fait, il y a des trucs hyper sophistiqués qui font en fait que quand le truc a roulé, alors soit tu prends un truc en inox, d'un inox parfait, qui fait qu'il n'y aura aucun grain de farine qui va rester pour la prochaine truc. Okay, parce que si ça reste, alors dans le décompte des 18 minutes, bah ça compte, bah oui, ça se cumule. Et à mon époque, ils avaient trouvé, maintenant je pense que c'est beaucoup plus élaboré, moi ça fait 15 ans que j'ai quitté, mais à l'époque ils avaient trouvé un système dans lequel ils prenaient des trucs en bois, donc des petits rouleaux en bois, c'est les khallas, on appelle ça, ouais, pour rouler la pâte, pour la rouler, ouais. Et en fait, dès qu'il y avait le passage, après il passait dans une machine, il était affûté, il était comme ça. Donc il était épluché, tac, à chaque fois. Après c'est là. Bon, c'est des usines qui ont un tel débit que voilà, c'est un gros chiffre d'affaires et tout, donc en fait ils font ce qu'ils font. Maintenant, moi je me rappelle, j'étais aussi dans un truc à la main. Et on était donc une bande de Coleman comme ça qui était venue. Alors ils avaient loué, alors il y avait un des Coleman qui était très fort là-dessus, qui rentre dans une pièce qui était fermée, on aurait dit un laboratoire secret, tu vois. Et c'est lui qui commence le mélange eau et farine. Donc il y a une farine qui a été ultra vérifiée, et l'eau qui a dû, comment dire, était pris du robinet la veille, et qui a passé la nuit dehors. Même chez l'Anou, de l'eau qui a dormi dehors, pas qui viennent des nappes phréatiques, parce que les nappes phréatiques sont plus chaudes que celles qui sont restées dehors dans la nuit. Et comme il y a une calorimétrie un peu plus chaude des nappes phréatiques, ça pourrait intervenir de façon extrêmement lointaine dans un danger de fermentation. Ouais, donc je ne dis pas je suis en train de dire que c'est un incroyable nombre de présidents. Maintenant, lui, ils arrivent comme ça, boum, ils mettent donc lui, je me rappelle, c'est un ami à moi, il te fait le mélange farinéo. Farinéo, il y a un autre. Et à partir de ce moment-là où commence la farine, première contact de l'eau, les 18 minutes commencent. Donc il arrive, tu le vois, il s'agite comme un malade. Bon, après, il y a une sorte de petite pâte. Ouais. Il fait une fournie en plus, mais il n'y a pas qu'une pâte, il y a une pâte après, il fallait, je sais pas, une quinzaine de pâtes, un truc comme ça. Il envoie la pâte auprès de personnes qui avaient des établis avec un énorme pilon qui était accroché à la table, en table totalement en inox, parfaitement inox, et un énorme pilon Sacom. Et là, les mecs, alors c'est tous des mecs qui étaient payés $100 de l'heure, $50 de l'heure à l'époque, ce qui était énorme à l'époque. Et les mecs, ils ont des bras comme ça, et eux, c'est quoi ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre le rocher, là, le truc comme ça, mais tu vois les muscles. Moi j'ai essayé 2-3 fois, j'étais déjà essoufflé. Les mecs ils sont là pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est des monstres. Donc après ils te font un truc là, après ils envoient ça dans un énorme établi comme ça, énorme. Il y avait 10 personnes ici, 10 personnes ici, avec des trucs, et ils commencent. Donc lui il commence, après il envoie à l'autre, et il commence. Donc chacun à son tour, jusqu'au moment là-bas ça devient plat, et après il y a le mec qui est au four, tout au fond. Alors lui il est resté au four depuis, je sais pas, une température de 60 degrés. Le mec, je sais pas, il a une ailes incroyable. Il prend avec des trucs à pizza comme ça, il prend la petite crêpe comme ça, il la met, et pac, on vérifie qu'il n'y a pas plus de 10 minutes dans toute la série. Donc la première c'est 6 minutes, enfin je sais pas, 5 minutes, c'est de ouf quoi. Et après tu as le RAV qui... Donc moi dans toute cette histoire, j'avais le poste le plus important. Non, je rigole. Je devais m'occuper de vérifier les ongles des personnes qui avaient pétri, qui avaient un contact direct. Une fois qu'ils étaient lavés avec une brosse, j'ai vérifié s'il n'y avait pas dans chacun des interstices peut-être un grain de farine. Je ne dis pas le poste de malade, ouais. Donc j'allais sur entre ça et couper des citrons, donc je choisissais. Bref. Voilà, donc chacun son truc, ouais. Maintenant, j'ai vu ça et j'ai vu, waouh, Il y a plein de vidéos sur YouTube qui le montrent. Ah, à mon avis, je suis certainement trouvé. Ah, il y en a plein. Je crois qu'il n'y en a pas. Non, il y en a plein. Voilà. C'est hyper impressionnant à voir. Bah, en fait, tu apprends le. Je me rappelle, il y a un tel stress au niveau du temps, en fait, que moi, j'ai pas fait grand-chose, hein, vous avez compris. Mais tu ressors éreinté. Je me rappelle, j'étais éreinté. Je suis rentré à la maison, je me suis allongé sur mon lit, j'ai dormi habillé tellement j'étais éreinté. C'était la folie, bref. Donc voilà, tu apprends ça. Alors, tu vois que tout gravite autour de cette précipitation. Donc, tu vois que c'est quelque chose qui doit être récupéré. Ouais, après tu comprends le prix, ouais. Donc. Je peux juste, peut-être rien à voir avec le cours, mais par rapport à cette fabrication, est-ce que l'automatisation de la fabrication de la matzah, c'est pas mieux? C'est un grand débat, ça. Certains, c'est mieux, mais en fait. Shmura Yad, entre Yad et machine, qu'est-ce qui est le mieux? Je sais pas. À mon époque, déjà, le débat était fort, ouais.
Parce que je me dis, la machine, Non, c'est mais Ça la rappelle- technologie, la c'est- machine, c'est beaucoup plus sûr. hein. Voilà. Donc Quand en fait, tu les vois faire à la main, tu te dis, la machine, c'est plus sûr. Ouais. Je ne sais pas répondre à cette question. Ça me rappelle une blague. Tu sais, il y a toujours un débat dans les choules. Toi, le président, tu dois voir ça. Ouais, au moment des Aseret à Dibrot, on se lève ou on se lève pas. Donc il y a un jour comment dire, un rabbin qui arrive dans une nouvelle communauté et tout. Il arrive, donc tout va bien, chaque paracha, et puis d'un coup arrive le paraché-trop, tu vois, il a pas prévenu en avance, tu vois, il savait pas. Et puis donc lui il pense qu'il ne faut pas se lever, et puis d'un coup il voit quelqu'un qui se lève, il dit il ne faut pas se lever, non, ça part en cake et tout, donc il se dit bon, et d'après, il dit on va pas faire comme ça. Je vais voir avec le président, ouais, dites-moi, voilà, en fait, moi je suis nouveau là-dedans et tout, peut-être qu'il faudrait savoir comment ça se faisait à l'époque, et on va respecter ce qu'ils faisaient à l'époque, parce que finalement, ouais. Alors il dit ben voilà, c'est une très bonne idée, en fait j'ai pas pensé, il y a M. Ben Soussan qui est tout au fond là, c'est le doyen de la communauté. Finalement, on va directement lui demander. Il est 100 ans, il est là, ça fait 80 ans qu'il prie exactement dans cette chose. Donc il arrive et donc il dit voilà, je suis nouveau rabbin et tout, je ne voudrais pas qu'il y ait des éclats, donc je voudrais vraiment préserver. Donc dites-moi en fait, à l'époque, quand vous avez créé la choule, à certaines bureautes, on se levait on se levait pas mais alors, c'était quoi le minag? C'est ça. Donc, je continue à Rabotaille. On a ici une précision de cette hystérie. Et une hystérie qui ne va pas être longtemps, puisque finalement on sort en dilettante. Regardez ce qui est marqué dans le Sifri, ici sur le grand de petit b. Be'etzem hayom hazeh yatsu kol tsevat Hashem. Toutes les armées d'Hachem, c'est-à-dire les 600 000, les 3 millions de personnes qui sont sorties d'Égypte, Be'yom, Be'etzem, en plein milieu du jour, Be'etzem, dans l'essence du jour. Pourquoi de jour? Il fallait sortir de nuit. Ouais, puisqu'en fait on a mangé le Korban Pessah, et dans la foulée de la Makat Bechorot, il faut se casser. Continue l'esprit du Béhila? Non, dilettante. Pourquoi? Les fichiers nous mitraïm ont pris. Parce qu'en fait, les Égyptiens disaient une chose. Si on perçoit chez les Juifs qu'ils ont envie de partir, on ne les laissera pas. Et si on voit qu'ils commencent à vouloir partir, les Juifs, on va prendre les épées et les glaives, on va tous les tuer. Vous n'avez pas intérêt à partir, disaient les Égyptiens. Ah, Marrakech Bakoua, ouais, carrément. Areni Motsiam Bechatseor, tu sais quoi? C'est au milieu du jour que j'ai ça, à midi. À midi. En mode Corse, quoi, tu vois, détente. Grasse mat, détente. Et tous les Égyptiens qui ont dit qu'ils allaient tuer les Juifs, qui viennent, il n'y a personne qui a bronché. Ouais. Donc tu vois qu'en fin de compte, on va se trouver à partir en dilettante. Alors quelle était la nécessité de précipiter les choses avant? Un truc extrêmement bizarre. Ouais. Je vous promets, on dirait moi, quand je dois prendre un avion, j'ai une panique terrible. Nervosité terrible, maximum, 100%. Maintenant, une fois qu'on arrive et que je suis en est à l'heure, on ne me reconnaît plus. J'ai terrorisé tout le monde. 2 heures avant le départ, ouais. Mais après, bon, ça, le calme, ouais. Donc en fait, c'est un truc extrêmement bizarre qui s'est passé. Maintenant, petite parenthèse importante, le seul domaine dans la Torah où on a mentionné une certaine forme de précipitation, c'est paradoxalement pour le choix d'une épouse. Ouais. Et ça peut être aussi pour le choix d'un époux. Au moment où Eliezer va chercher une épouse pour Yitzhak, le texte précise qu'un trajet de 17 jours, il l'a fait en un jour. Donc il a une fille à Tadérer, donc Hachem a précipité les choses. Et il va envoyer l'affaire en un jour et demi. Il repart au bout d'un jour et demi avec Rivka dans les bagages pour Yitzhak. Ça va très vite. Alors Ravir explique un truc extraordinaire. Il dit que il y a ça d'important au niveau de la recherche de son partenaire, c'est que si la question est de savoir est-ce que cette personne sera adéquate avec moi, est-ce qu'on va s'entendre, est-ce qu'on partagera les mêmes choses, ça c'est une question qui met beaucoup de temps à répondre, parce que tu peux jamais savoir ce qui va se passer dans la vie. Quelle sera sa réaction par rapport à une difficulté, un pépin, un chômage, un problème de santé, un démantèlement dans sa famille. Il peut y avoir des millions de choses qui peuvent greffer. Donc si tu commences à essayer
comme dans un escape game, d'essayer d'envisager tous les scénarios possibles, voir si la réaction de l'autre sera exactement cadrée avec la mienne, tu ne pourras jamais t'en sortir. Il faudrait mettre des années avant de choisir la personne. Ouais. Mais si l'enjeu dans un couple est de juste faire comme il a fait Eliezer, de vérifier si on a ici un terroir fort, puissant, qui est basé sur le précède, sur des valeurs. Ouais. Des valeurs, on a des valeurs communes. Donc ça se vérifie assez rapidement, les valeurs communes. Et si la question qu'on se pose, c'est pas est-ce que la personne me mérite, mais qu'est-ce que je suis prêt moi à faire et à investir pour que ça marche, alors là ça change tout. Si je suis en train de réfléchir, est-ce que la personne va cadrer avec moi, ça c'est une question très complexe auquel il faut répondre. En revanche, si j'ai en face de moi des éléments probants, des éléments d'une inscription dans une échelle de valeur qui est la mienne, une échelle de valeur qui est la mienne, et c'est extrêmement rapide à déterminer. À partir de là, le moteur du coup va être essentiellement qu'est-ce que je mets en place pour que ça fonctionne. Qu'est-ce que je suis prêt, moi, à m'investir? Pas qu'est-ce que l'autre va m'apporter, mais qu'est-ce que moi je suis prêt à mettre pour que ça investisse. Celui qui pose cette question, il peut aller assez rapidement. Donc c'est la seule exception dans le monde, paradoxalement. Et je sais qu'aujourd'hui, j'en ai de plus en plus de temps à se décider, et que l'âge de prise de décision est de plus en plus reculé. Les gens mettent beaucoup de temps avant de se marier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, dans la Hashkafa, dans la pensée de la Torah, c'est beaucoup plus simple que ce qui s'est vécu actuellement. C'est une petite parenthèse. Donc je reprends notre question. Comment se fait-il que la Torah a eu besoin d'insister, Hachem a eu besoin d'insister sur cette dimension de précipitation qui est tellement quelque chose qui est à rebours du bon sens, à rebours de beaucoup de paroles de Chazal. Je donne ici deux pistes fondamentales. La première, c'est inspiré du Sforno. Sforno, c'est un commentaire du italien, fondamental, Sforno. Un riche homme. Dans n'importe quel Mikraot Gedolot, c'est des Mikraot Gedolot ici, vous avez forcément Sforno. Il y a Rashi, Ramban, Sforno, c'est un des principaux. Il dit en quelques mots une idée d'une puissance incroyable qui est liée à la notion de bitachon, de confiance en Hachem. Question, pourquoi, de base, pourquoi tu as besoin de mettre en place un repas à un moment précis où l'Égypte n'est pas encore en game over, un repas de liberté dans lequel tu exprimes tout sauf la liberté puisque tu es en mode précipitation. Quel est donc le secret de ça? Élément de réponse, on va lire le Sforno. Léoroth, je suis dans le grand 3, premier point. Léoroth al bitachon bilti mesupak bachem. Cette précipitation est là pour exhiber, pour mettre en exergue chez chacun des bénis Israël une confiance en Hachem, bilti mesupak, qui ne souffre absolument aucune espèce de doute. Biotam mechinim atzman. Et où est-ce que tu vois qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute? Parce qu'ils sont en train de se préparer la derrière pour quitter l'Égypte, be'odam be'beit kele, alors qu'ils sont encore enfermés dans la prison. Ça veut dire que, objectivement, rationnellement, ils n'ont aucune issue pour l'instant. Et encore une fois, je vous ai dit que Pharaon est hyper énervé. Il a dit à Moshe, casse-toi d'ici, j'ai plus envie de te revoir. Donc en fait, nous n'avons pas encore les clés de la cellule. Certes, l'Égypte a été frappée. On n'a pas encore eu ce qu'on voulait depuis le début. Ça fait 1 an qu'on demande à Pharaon, laisse-nous partir. On n'a pas cet OK. Donc objectivement, tu es totalement menotté dans cette prison qu'est l'Égypte. Et là, tu te sapes comme jamais, tu noues tes chaussures, tu accroches ta gabardine et tu fais ta valise et tu commences en précipitation à faire comme si le TGV va partir. Mais mon ami, t'es encore dans les... T'as pas la clé de la géole. À quoi tu joues? T'es dans un fantasme. Eh bien en fait, l'idée est la suivante, c'est que le bitachon dont on parle ici, c'est ce qu'on appelle un fantasme. On demande au peuple juif de sécréter un fantasme de libération. Tu me dis, c'est fou. Oui, c'est fou. Mais c'est exactement comme ça que par le biais du fantasme de libération, que la libération peut être sécrétée. Le grand projet d'Akadosh Baruch Hu est toujours sous-tendu par une petite astérix, qui est sous réserve
de conviction que ça va se passer. Ça veut dire, malgré tout, les éléments objectifs qui me disent t'es foutu, ou comme diraient les ados, les chers ados, c'est mort, je décide de sortir de ma conjoncture et de dire, tu sais quoi, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'entremetteur, de chatran, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'hôpital, et rien. Je sais quoi, il n'y a que Hachem. Je me remets totalement à Hachem. Ah, mais tu as l'air comme un fou, oui. Mais en ayant l'air d'un fou, d'être capable de pouvoir fantasmer à un moment même où j'ai pas vraiment de quoi fantasmer. Donc j'essaie de m'appuyer maintenant que sur Hachem. Je dégage toutes les autres leviers rationnels. C'est à ce moment-là que l'on peut sécréter quelque chose. Et on a vu, à travers l'histoire juive, énormément de cas où des personnes qui avaient tout essayé, une histoire comme ça, une femme qui avait tout essayé pour tomber enceinte, elle n'a pas réussi à tomber enceinte, et toutes les techniques, le médical, le paramédical, les remèdes de grand-mère, tout a été essayé, ouais. Dans l'ordre ou dans le désordre, peu importe. Ouais. Et puis, dernier truc, tu vas prendre une bracha auprès du Rav. Il débarque et le Rav s'investit dans la bracha. Il dit voilà, je vous souhaite que vraiment dans les 10 mois, 11 mois, que vous puissiez vraiment avoir un enfant. Et un truc de fou. 10 mois après, pac, voilà, un enfant né. Les chassidim sont venus voir là, ils disent c'est incroyable, la puissance que t'as, c'est un truc de fou, t'as réussi à déjouer toutes les lois de la science et tout. Il dit non, j'ai rien fait moi. Une chose, je peux vous dire qui a marché, moi j'ai prié sincèrement, comme tout le Rav est censé prier sincèrement, pour épouser la douleur de l'autre, pour prendre sur lui, donc ça c'est le boulot du Rav. Mais ce qui a énormément joué, c'est que du moment où je les ai bénis, ils ont décidé de se remettre que à Hachem. Ils ont décidé d'oublier tout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés jusqu'au bout. Le lendemain de la bracha, la femme est allée acheter une poussette, le mari est allé acheter un lit, ils ont décoré la chambre, comme si c'est dans la poche. Ça ne veut pas dire que ce sera dans la poche, mais ils agissent en mode j'ai envie de me remettre que à toi, Hachem. Fini les médecins, fini les PMA, fini tout. Ouais. Et c'est un truc qui n'est pas évident, mais en tout cas, le peuple juif, dans sa totalité, a émergé avec cet état d'esprit incroyable de je ne m'en remets que à Hachem. Le Tehillim dit la chose suivante à Boter Bachem Chesed Yesovevenu. Celui qui fait confiance à Akadosh Baruch Hu, Chesed Yesovevenu, il sera entouré de marques de Chesed. Chesed, c'est le don gratuit. Le Chesed, c'est le don gratuit. Ça veut dire, il y a une sorte de Mida qui est des Mida. Il y a la vie rationnelle, il y a ce qu'on a fait dans la vie, les mérites qu'on a et les non-mérites qu'on a, si je parle de façon... Donc peut-être que dans l'état normal des choses, quelqu'un ne mérite pas. Vas-y, acharne-toi, prie, tout ce que tu veux et tout. Qui a dit que ça va venir? Donc j'ai pas dit que toute personne, ouais, pour prendre l'exemple, toute personne stérile, forcément ça va se passer bien, j'ai pas dit ça. Mais j'ai le droit, moi, et on l'a dit la semaine dernière, que je sais pas qu'est-ce que me réserve Hachem. Ce qui me réserve en tout cas, c'est sûr que je serai dans ses bras. C'est pas forcément ce que j'ai envie. Mais j'ai le droit en amont de faire comme si ça va bien se passer. J'ai pas envie d'aider. Si ça se passe mal, je vais pas commencer à revenir contre lui. C'est qu'il n'a pas prévu. Mais moi, j'ai le droit, mentalement, de me figurer un scénario winner en fonction de ce que j'ai envie. Donc la femme, en l'occurrence, qui est stérile, a le droit de se dire, voilà, c'est pas forcément ça va marcher, mais en tout cas, elle veut se mettre en condition. Et comme elle se met en condition, ça peut, de façon extrêmement forte, déclencher non plus un rapport de rationnellement, elle ne méritait pas, ou je sais pas quoi, ou il y a des problèmes, je sais pas, sa mère a pris des cachets quand elle était petite, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Donc il y a plein de choses. On a une oppression du monde rationnel. Ouais. Mais le bonhomme qui dit, mais moi, tu sais quoi, j'ai envie de me situer dans le niveau de Baba Salé. C'est pas Baba Salé. Mais lui, toute sa vie, c'était comme ça. Ouais. Un jour, j'ai posé la question au Rav. Rav nous a expliqué, il dit, vous savez, Baba Salé fait des miracles, mais c'est hyper simple. Hein. Moi, j'ai un livre à la maison, je vous dis exactement toutes les formules. Moi, comme un abruti, je suis allé voir, j'ai dit, c'est quoi ce livre? Kabbalah, pratique et tout. Je dis, non, en fait, je t'explique, en fait, c'est marqué dans la Torah, le livre, en fait. Et les Baba Salé, ouais, pendant 60 ans, il n'a pas dit un Lashon Hara. Donc quand il parle, il crée. Parole créatrice. Donc là, c'est pas une parole, c'est un acte créateur. Je décide de me mettre sur une portée qui s'appelle le Bitachon d'Hachem. Et là, on oublie le tableau des plus et des moins de l'individu, parce qu'on a tous des plus et des moins. Et là, d'un coup, on se situe dans une autre dimension. C'est la dimension du Bitachon. Ça,
c'est ce qui a été mis de façon incroyable. On ne parle pas de Baba Selen, on parle de tous les bénis Israël, qui ont mis en place cette idée, on rentre tous dans le jeu, on y va. Ouais. Ouais, je vous amène ici comment dire, une histoire assez incroyable avec le rabbi. Ouais. Regardez ce qui est marqué. Betar Shem Apidgam à Admour, Marash, donc il y avait un rabbi précédent avant le dernier rabbi. Shaolam Omer Shekacher Yefshal Lechet Milemata Olchim Milemala. Donc il dit la plupart des gens disent la chose suivante. Bon, j'ai un problème, j'ai un souci, je vais essayer d'utiliser toutes les voies rationnelles pour gérer. Et si ça ne vient pas, ben, on va aller taper là-haut. Ouais. Alors lui il dit, il a dit Omer Shekacher Lechet Milemala. Il dit non, je sais pas, n'importe quel problème. Commence pas à réfléchir à l'avocat, au médecin. Tout de suite, tu connectes avec Hachem. Perds pas ton temps de mots. Tu iras tout ou tard. Mes premières pensées, Mandarbe, bon Dieu. Vekar Benidonze, donc en l'occurrence c'est une lettre qui a été adressée, qui a adressée au rabbi de Lubavitch, par rapport à un bonhomme qui avait un problème de santé, un rab qui avait un problème de santé. Il a dit Kar Benidonze, il dit dans ce cas particulier, Shafabi chez les Chaoratzer les Chakot, Im Asimcha Ageluya, Acheyutav Matavaboyot. Donc, a priori, tu dis, il faut attendre avant de se réjouir. Ouais. Tant qu'il n'y aura pas des bonnes analyses, tant qu'il n'y aura pas une sortie de crise, une sortie du problème avec Geluya, Acheyutav Matavaboyot. Donc en fait, je vais attendre que la santé s'améliore pour ensuite déclencher des zones de Simcha, des Lechaïm. Il dit, mais Iné Alpinoussar, Anal, il dit, selon cette pensée du bitachon qui a été exhibé par les bénis Israël, qui a été demandé par Hachem et exhibé et accepté par les enfants d'Israël, et je l'ai dit, ma simcha, il faut que tu sois déjà heureux. Le bonhomme, il est encore dans la mouise de l'attente des résultats ou bien de la difficulté dans laquelle il se trouve au niveau briout. Il faut déjà générer de la joie, al-atavat abriot. Fais comme si tu avais déjà eu la bonne réponse. Avshelet ata, alors que maintenant, aina begalouy, veze atzmo yemaher aïnyan. C'est quelque chose qui peut attiser la chose, paradoxalement. Donc cet état d'esprit, sécrète, à beauté à Hachem, mais il faut le faire pour de bon. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire, je me livre totalement à toi. Totalement à toi. Donc ça, c'est le premier point, premier élément de réponse. Quelle est la raison de ce rapport à la précipitation? Juste pour être capable de montrer qu'avant même d'avoir les clés de la sortie, dans ma tête, je suis déjà sorti. Et je vis comme si j'étais déjà sorti. C'est pas qu'une vision de l'esprit, je prends acte comme si j'étais déjà sorti. Je sécrétise tout ça, donc là, le bonhomme, il va faire un lechaïm. Avant même d'enclencher la thérapie. C'est un truc de fou. Ouais. Ça, c'est premier message puissant. Deuxième message encore extrêmement puissant, ouais. Je vous amène ici. C'est un message qui va être encore mieux illustré par... Excusez-moi, je crois que c'était bien. J'ai marqué ici la note, excusez-moi. Ouais. Quelle est la nécessité, alors encore une fois, que les Égyptiens ne sont pas encore à nos trousses. On va finalement finir par partir en dilettante. Quelle est la nécessité de développer ici une notion de fuite? Pourquoi tu es en train de fuir à l'anglaise, alors qu'au bout du compte, tu vas finir par fuir à la juive? Quelle est la différence? Fuir à l'anglaise, c'est partir sans le dire. Exactement, filer à la juive, c'est dire sans partir. Finalement, on va filer à la juive. Pourquoi tu as commencé par filer à l'anglaise? Ouais, et partir à la marocaine, vous savez? Comme j'ai tapé sur les Tunisiens, j'ai tapé sur les... Non, partir fâché. Alors, l'élément de réponse va être illustré par à la fois une parabole du Zohar et une histoire dans la Gemara. Il y a une histoire dans la Gemara d'un très grand rave. Dans son village, ils avaient accueilli un groupe de jeunes filles qui avaient été mises en captivité. Vous savez que très souvent, ils prenaient les filles en captivité, on demandait des rançons, hein, comme aujourd'hui malheureusement. Ouais. Et donc ces filles ont été libérées, au Hachem, elles atterrissent dans le village, il fallait les loger. Donc ils ont pensé que ce serait bien de les loger auprès d'un plus grand rave de la ville, comme ça, au Hachem, il n'y aura aucun problème de balance ton porc, je ne sais quoi, il n'y aura pas de souci. Donc c'est une personne extrêmement pieuse et tout ça. Donc ils le choisissent, et lui, par mesure de précaution, donc
Lui, il était au premier étage, il les met au deuxième étage, et il s'arrange avec des ouvriers pour déplacer l'échelle, de façon à ce que lui n'ait pas la possibilité de monter là-haut. Ouais, donc il y a, je sais pas, une dizaine de jeunes filles, ouais, c'est un peu délicat. Donc lui, il s'est vraiment mis toutes les chances de son côté pour qu'il n'y ait absolument aucune possibilité de débordement. Et voilà que, donc, un très grand maître, le plus grand maître de sa génération, et voilà que l'Agma, ouais, parfois, raconte des histoires assez incroyables comme ça de ce genre, c'est une des histoires incroyables, pour montrer la puissance de la pression qu'exerce en fait le rapport masculin-féminin. Voilà que tout se passe bien jusqu'au jour où d'un coup, je sais pas, il a entrevu une des filles comme ça, et d'un coup, il était réveillé en lui. Elle était tellement puissant que tout cela, qu'il fallait 5 personnes, il remet l'échelle à sa place, il se met à commencer à monter. Le bonhomme, il allait... Il m'a raconté cette histoire sur lui. Et à ce moment-là, donc d'un côté, il était pris par la pulsion, de l'autre côté, il se dit, attends, mais je sais pas si je suis un juif, je suis un rave, je suis marié, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est une sorte de dilemme terrible. Il n'allait pas sortir du dilemme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, au feu, au feu, au feu! Il a crié partout, au feu! Donc d'un coup, plein de badauds sont arrivés, donc des élèves d'Aïcha qui sont arrivés. Il dit, mais il n'y a pas de feu, qu'est-ce qui t'arrive? C'est fou. Il dit, non, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors les élèves disent, mais t'as pas honte? Enfin, c'est grave, pas vous, quoi. Pas vous. Je vous ai pas dit, je préfère avoir honte ici plutôt que de passer ma vie à avoir honte là-haut. C'est l'histoire que Zalgmar a fini comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il s'est passé un truc incroyable. Il s'est passé cette idée qui est dans la sortie d'Égypte. Quand dans la vie on ressent la nécessité de changer dans quelque chose, quelle que soit la chose dans laquelle je joue. Là en l'occurrence, il faut s'enfuir d'Égypte. On ne doit plus rester ici. Il faut savoir que c'est très rare d'avoir, si tu veux, une équation dans laquelle il y a 0 raison de rester et il y a 100% de raison de partir. Les choix dans la vie du changement ne sont jamais 100 contre 0. Tu peux logiquement te dire, non mais qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fous dans cette relation complètement crasseuse? C'est toxique. Donc, il faut que je parte. Ah oui, mais il y a une partie en moi qui me dit non, je reste. Toute la vie, c'est comme ça. Très dur de pouvoir exhiber un choix qui est 100%. Toute la vie est faite de dilemmes. En l'occurrence ici, lui il a un dilemme, le Rav. Maintenant, la seule façon de sortir du dilemme, c'est fuir. Fuir de soi-même. C'est-à-dire arrêter d'écouter tous ces arguments, ces contre-arguments qui créent chez moi une inertie, qui fait que j'arrive pas à décider, ou j'arrive pas à m'arrêter. Il faut être capable dans la vie de se hisser. C'est pas une question de bitachon, c'est une question de décision. Si je sens qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'Égypte qui est en moi, c'est pas tant Pharaon que je dois quitter. C'est le Pharaon qui est en moi que je dois quitter. Et ça doit se faire avec précipitation. Parce que si tu commences à calculer, alors tu auras toujours un mécanisme d'équivalence. Non mais c'est moite-moite. Ouais. C'est, ok, d'un côté ça, mais d'un côté ça. Lorsqu'il s'agit de fuir de quelque chose que je vois être nocif pour moi, il faut que je sois capable d'être hystérique. Ça, c'est la leçon qui est marquée ici. Et le Zohar qui amène une histoire aussi incroyable, il y avait comme ça 5 brigands qui avaient été chopés par la police. Et le roi les a mis dans une prison, c'est des grands brigands devant l'Éternel. Donc il s'est dit, eux, il leur faut une prison dans laquelle vraiment, on va vraiment les bloquer. Donc une prison vraiment particulière. Et eux, ils étaient là, ils avaient copé pour une 20aine d'années, ils ne voulaient pas rester là-dedans, ils étaient malins, des gens intelligents. Ils se sont dit, il faut qu'on trouve un plan d'évasion. Donc le Zohar raconte qu'ils ont commencé à se mettre de mèche avec le géolier, sympathique, à droite à gauche, boum, petit à petit, ils ont commencé à élaborer un plan en connivence avec le géolier. Et ils ont commencé tout simplement à creuser un tunnel. Ouais, c'est un mot qui est dur de prononcer actuellement, mais c'est pas grave, c'est l'histoire du Zohar. Au bout de 6 mois, ils arrivent à construire un tunnel parfait, ils mettent une trappe par-dessus, personne ne voit. Et les 5, ils décident, voilà, tel jour, telle heure, pac, on va tous... on fait la belle. Et parmi les 5, il y en a un qui dit, attendez, copains, 2 secondes, vous êtes sûr qu'on y va? Bon, ok, moi j'ai participé au creux. Mais je sais pas, j'imagine que là-bas au bout du tunnel, il y a quelqu'un qui nous attend, et puis après ça, on peut se faire choper, tu sais, la ville est petite. Ouais, tôt ou tard, il peut nous rattraper, tu sais très bien, 20 ans, là, on va écoper 40 ans. Donc le bonhomme, il a plein d'hésitations. Donc les copains, je pose vraiment la question, est-ce que c'est pertinent d'élaborer une fuite ou pas? C'est ok, on a tout le temps, mais... Et le mec, t'es malade, Max, t'es complètement malade, mais on a
fait ça pourquoi? Et toi, mais je sais pas, j'ai peur. Et tous les mecs, ils transient de peur, ils restent comme ça dans la prison. Les 4, ils s'en vont. Et puis, bon, voilà. L'histoire se sait, le roi débarque, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que tout le monde est parti sauf lui. Il arrive, il le rue de coups. Abruti, espèce d'imbécile, je comprends pas, ils sont tous partis. Et toi, t'es resté, il dit, mais pourquoi tu frappes moi? Je suis plus loyal. Ouais. Mais t'as l'abruti, t'es des imbéciles. Ouais. Ça, c'est le Zohar. Maintenant, le Zohar, il doit être interprété. Il y a un des parabènes, il y en a. Il y a plusieurs façons d'interpréter. Une des façons d'interpréter, c'est la chose suivante. Le Magel, c'est le suivant. Ouais, le roi, c'est toujours Kadosh Baruch Hu dans les paraboles. Et le tunnel, en fait, c'est la faculté de sortir de ses menottes. Maintenant, parfois, on creuse un tunnel, on a une issue, mais on a cette réticence de se dire, ouais, mais il y a une partie de moi qui est encore ici. Les Ibn Israël, ça fait 200 ans qu'ils sont en Israël, en Égypte. L'inconnu fait beaucoup plus peur que le connu, même difficile, même insipide. Une partie de veut rester en Égypte. Maintenant, dit Hachem, si dans certains types de choix dans la vie, qui s'appelle par exemple la tchouva ou bien la décision de changer, tu dois changer quelque chose. Si tu n'es pas capable de creuser le tunnel, si tu n'es pas capable d'arrêter, de tergiverser, si tu n'es pas capable de dégainer immédiatement, t'es foutu. Je t'ai amené une histoire d'Hachem pour que n'importe quel changement dans la vie qui s'impose ne soit pas contrecarré par une sorte de réflexion qui va te laisser statique. La plupart des gens qui ne bougent pas sont des gens qui réfléchissent trop, qui n'écoutent pas la nécessité d'une hystérie mesurée. Prenons un exemple. Personne ne peut réaliser dans sa vie qu'il est trop méditerranéen, pour ne pas dire trop colérique. Voilà, l'impétueux. Ouais, bon, t'as compris que ça déchire tout. Les gens te fuient. Ton propre foyer te fuit. Ouais, t'es infernal, t'es insupportable. Ouais, dans la vie, il faut réfléchir. Ouais, ok, monsieur le rabbin, monsieur le thérapeute, peu importe, mais vous êtes bien gentil, mais moi, c'est comme ça, quoi. Ouais, je suis né à Marseille. Je suis un méditerranéen, j'ai eu mon père comme ça, ma mère était pareille, j'ai mon grand-père qui était comme ça, c'est une... Comment? C'est comme ça, c'est une tradition chez nous, c'est comme ça que ça se passe, ouais, que voulez-vous? Ok, j'entends, c'est compliqué, je dis pas que c'est facile. Il y a des natures, ouais. T'as des gens qui sont mous comme des nougats, quoi. Bouge-toi un peu là-haut. Détente, ouais. C'est comme ça, mon père était mou, ma mère était molle, ouais, on met des mollassons, on fait du nougat depuis qu'on est plus petit, ouais. Il y a des atavismes, évidemment, ouais. Mais mon ami, ok, tu ne peux pas déraciner la colère, et c'est vrai que c'est compliqué de déraciner une colère, enfin, les traits majeurs négatifs, si tu veux, les déraciner, ouais. Allez parler aux gens orgueilleux, ouais. Vous voyez, 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu vois, même né en l'air, quoi. Même s'ils sont un peu plus voûtés avec l'âge, le nez est toujours en l'air, ouais. Tu vois, c'est comme ça, ouais. Maintenant, les orgueilleux qui ont pris des bonnes claques dans la vie, alors eux, en général, ils comprennent, ouais. Mais sinon, les gens ne bougent pas. Donc maintenant, tu es là, tu as du mal avec la colère. Dis-moi, mon ami, tu ne peux pas consacrer une demi-heure dans la journée dans laquelle tu n'arrives pas de colérique. Prends cet échappatoire. Ah ok, c'est pas tout, c'est pas grave. Il y a urgence. La demi-heure, tu fais ce qu'on appelle ma symphonie des petits actes. Tu peux, comment dire, une fois sur 5, ne pas répondre, ne pas t'emporter. 4 fois, tu t'emportes. Ta réaction classique. Une fois, tu peux la mettre de côté, juste pour avancer. Ça, c'est ce qu'il veut dire. Ça, c'est la dimension d'être capable de prendre une décision, même si je ne suis pas entier avec la décision. Ouais. C'est compliqué d'être entier, donc tu vois que tu peux t'améliorer, tu sautes sur l'occasion. Ah oui, mais ça rime à quoi? C'est la schizophrénie, ça, je comprends pas, une demi-heure dans laquelle je m'énerve pas, et après. C'est pas grave. Mets ça en place, une demi-heure par jour. Une demi-heure par jour. Tu sais pas l'impact que ça pourra avoir. Évidemment, avec la volonté de changer. Là, tu me dis, mais c'est pas rien. Ouais, on connaît le monde de l'homéopathie. Ouais, c'est des dilutions extrêmement... Ouais. Tu connais la loi de dilution d'Oswald? L'homéopathie, c'est nul. Bon. Ah oui, c'est un médecin, lui. Mais t'as pas connu en chimie la loi de dilution d'Oswald? Ça te dit rien? Ça te dit quelque chose? Lorsqu'un acide faible est extrêmement dilué, il se comporte comme un acide fort. Souvenez de terminal. Loi de dilution d'Oswald, ouais. Alors on a appris ça maintenant, c'est intéressant, c'est-à-dire un acide faible, lorsque tu le dilues énormément, il va avoir un comportement au niveau pH comme un acide fort. Ça veut dire que tu sais pas comment la dilution peut révéler quelque chose d'incroyable. Alors, je suis pas en train de... Ok, je passe le contrôle du mets sous
la furie du médecin, qui au médecin vous attachez, ouais. Mais c'est ça qu'il faut essayer de saisir. Il y a une urgence à agir, et tant pis si t'es pas complètement entier. Parce que sinon, il n'y a rien qui va se bouger dans sa vie. Voilà, ça c'est la Béala. Donc il y a deux pshatim dans la Béala, dans la précipitation, qui est fondamentale, tellement fondamentale qu'en fait, on t'en sert en permanence pendant Pessah. Ouais, on est toujours fissa. Et pour la matzah, et pour le tripazon, et même aujourd'hui dans la halakha, on va essayer de finir avant Chatzot. Ouais, la dernière bouchée avant Chatzot. Donc il y a ce rapport au temps qui est là pour que tu réincorpores la notion qu'une précipitation dans le domaine de la Gdusha peut avoir un impact colossal. Ça, c'est l'enjeu. Ça, je m'arrête là. Tu peux... Du coup, on n'a pas comme quoi